Bonsoir Hervé Morin. Bonsoir. Merci d'être l'invité de BFM TV. Vous présidez le Nouveau Centre, vous êtes l'ancien ministre de la Défense et vous êtes membre de ce qu'on appelle l'Alliance des centres avec Jean-Louis Borloo, Jean-Marie Bockel, Hervé de Charette. Et il paraît bien, que la compétition interne, qui a beaucoup de mal à le démarrer au PS, j'en parlais il y a un instant. Oui, je vous entendais. Oui, apparemment, elle commence plutôt au centre. Elle a démarré, puisqu'on a l'impression qu'il y a une compétition assez personnelle qui commence à se faire jour entre vous et Jean-Louis Borloo. Il faut simplement savoir que pour le Nouveau Centre, le parti que j'ai créé en 2007, nous avons fixé un calendrier qui est extrêmement simple, qui est celui de nous déterminer à l'automne, au mois de novembre. Je n'ai jamais fait mystère de ma volonté d'être candidat à l'investiture et de porter le message politique des centristes. J'ai, par exemple, la semaine dernière, présenté mes propositions économiques. Nous avons fait une convention thématique encore cette semaine pour faire un point sur l'ensemble des propositions politiques que nous voulions faire. Mais j'ai toujours eu en tête une seule question, c'est que nous soyons assez forts pour avoir un candidat. Donc on va éviter de se diviser et nous déciderons à l'automne. Et donc la primaire, quand on est en train de reconstruire le centre, c'est tout de même compliqué. Quand on voit à quel point c'est déjà difficile chez les Verts ou chez les socialistes. Donc moi... Donc vous n'êtes pas contre les primaires? Parce que j'ai lu que la primaire et la victoire annoncée d'Eva Joly, qui devrait être confirmée, vous a donné des idées. Un certain nombre de parlementaires du Nouveau Centre disent, mais écoute, on voit bien qu'entre ce que peuvent dire des sondages et ce que représente un scrutin et un vote, il y a souvent de très grandes marges. Et donc, pourquoi n'instaurerions-nous pas des primaires au sein du centre? Pour ma part, je pense que c'est un facteur d'éclatement et de division au moment où on est en train de rassembler. Donc, je leur ai dit, nous prendrons nos décisions définitives au mois de septembre. Mais, franchement, si on peut l'éviter, c'est quand même beaucoup mieux. Alors quand même, aujourd'hui, il y a eu le président du groupe Nouveau Centre, enfin le président du groupe parlementaire qui a été élu et qui appartient au Nouveau Centre. Voilà, absolument. Mais il est plutôt proche de vous et il avait en face de lui Jean-Christophe Lagarde qui était plutôt proche de Jean-Louis Borloo. Et on a eu l'impression d'assister quand même à un prémisse de bataille interne entre vos deux personnalités. Surtout que vous avez reconnu vous-même que vous étiez un peu engueulé à la fin du mois de mai avec Jean-Louis Borloo. On va pas se cacher les choses. On a eu un dîner il y a 7 semaines où on s'est dit les choses franchement. Vous savez... Ça veut dire quoi, c'est dire les choses franchement dans ces cas-là? Se dire les choses franchement, c'est se dire, voilà, écoute, tu évoques ce sujet, moi je te le dis autrement. Il vous a dit débranche-toi, Hervé. Non, on ne va pas revenir là-dessus. C'est pas, la question ne se pose pas en ces termes. J'ai clairement dit à Jean-Louis que nous avions un calendrier, que ce calendrier me semblait totalement compatible avec une candidature centriste et que ce calendrier, je le respecterais. Et que pour ma part, depuis des mois, je fais un tour de France, je vais à la rencontre des Français. J'ai organisé des dizaines de rencontres dans des entreprises, des acteurs de la question du logement. Vous faites une pré-campagne, quoi. Bon, voilà, vous faites une pré-campagne. Vous vous tenez prêt, quoi. Vous tenez prêt au cas où. Je fais une pré-campagne. Soyons francs, soyons clairs. Oui, c'est clair. Je fais une pré-campagne depuis des mois. Et cette pré-campagne m'a amené même, Routel Créef, à écrire un livre où j'y mets beaucoup de mes propositions politiques. Donc, tout ça est naturel. En même temps, je vous le dis, nous serons assez intelligents pour éviter une guerre des égos qui nous amènerait à être disloqués avant le début de la campagne présidentielle. Je veux que nous ayons un candidat, je veux que nous portions un projet alternatif et, pour ma part, autant que possible, éviter les primaires. Pourquoi vous vous dites que ça marcherait? Bon, il y a Eva Joly qui était effectivement choisie, c'était l'outsider. Donc bon, mais enfin, dans les sondages, effectivement, Jean-Louis Borloo est un petit peu, voilà, il est plus haut que vous. Mais vous pensez dans le fond qu'il ira peut-être pas jusqu'au bout, quoi? Ah, c'est pas un non. Je pense que sa détermination est totale. Mais vous aurez observé, Routel Créef, vous qui présentez les informations tous les jours. Au 1er janvier, vous auriez pu dire que vous évoqueriez dans le premier semestre Fukushima et le fait que le nucléaire, considéré comme l'énergie de demain, il y a à peine 9 mois, devienne une énergie qu'on abandonne en Allemagne,
tellement abandonné que les Allemands sont prêts à remettre des centrales thermiques fighter de réchaud. Il y a un rapport entre Jean-Louis Borloo et Fukushima. Non, mais je veux dire par là, c'est que personne ne sait quel sera l'horizon politique à l'automne. Quand vous avez des événements comme la disparition de Ben Ali, de Moubarak, les problèmes de DSK, Fukushima, etc., qui peut vous dire au moment du lancement de la campagne présidentielle, quel sera le panorama politique et quelles seront les problématiques que les Français auront face à eux? Oui, donc tout est ouvert pour vous. Et nous avançons. Et vous prévoyez des Fukushima politiques qui vous donneraient des possibilités nouvelles. J'ai depuis 9 mois engagé un travail de fond. Alors par exemple, justement là-dessus, si on peut en parler. On va écouter par exemple Martine Aubry. Elle répondait sur les 35 heures. Parce que l'UMP, hier, a commencé à lancer une offensive. On était avec Hervé Novelli qui nous en parlait. Écoutez Martine Aubry, c'était aujourd'hui à Valence. Vous savez, c'est un feuilleton qui serait drôle si ce n'était pas aussi triste. C'est-à-dire qu'après 10 ans au pouvoir, qu'on nous explique que c'est un boulet pour la France. Si c'est un boulet pour la France, c'est une erreur profonde de la part de l'UMP de ne pas avoir remis en cause les 35 heures. S'ils veulent nous reparler des 35 heures parce qu'ils n'ont rien d'autre à dire depuis 10 ans, eh bien qu'ils le fassent. Mais nous nous battons pour la vraie compétitivité de la France. Voilà, alors les 35 heures, il faut les garder dans l'état où elles sont, où il faut les abroger définitivement, refaire des négociations branche par branche, entreprise par entreprise. J'aime que l'UMP commence à penser comme nous sur un certain nombre de sujets. Moi, j'étais le porte-parole de l'UDF contre les 35 heures. Dans l'hémicycle, on n'était pas très nombreux contre Martine Aubry à l'époque, en 99. Et à l'époque, je défendais cette idée-là. Nous l'avons défendue aussi au moment de la campagne présidentielle de 2007. Et vous voyez bien à quel point on a besoin d'une démocratie plus équilibrée. Sur ces sujets-là, les centristes ont eu raison avant l'UMP. Tant mieux. Mais moi, je défends une idée simple. Je veux qu'on porte comme message qu'une partie de la transformation de la société ne vient pas d'en haut. Tout ne procède pas d'un homme ou d'un parti politique qui, grosso modo, vous dit « rassurez-vous, dormez tranquille, j'ai la solution à tout ». Je pense qu'une partie de la transformation et de la modernisation de la société vient des corps intermédiaires, des organisations qui permettent de faire bouger les choses. Et donc moi, je suis pour des règles, ce qu'on appelle d'ordre public social, les grandes lois qui protègent les salariés, la durée maximale du travail, la durée, le repos hebdomadaire, le repos quotidien. Bref, ce qui assure votre protection et la protection de tous les Français. Et ensuite, branche par branche, on met en œuvre ces grandes règles d'ordre public social. Pourquoi ? Pour une raison extrêmement simple. Qui peut croire un seul instant qu'on peut fixer une règle générale et absolue dans des branches et des activités aussi différentes que la pétrochimie, industrie lourde, le tourisme avec une activité saisonnière, l'agriculture ou l'informatique. Et vous savez, je vais vous raconter cette anecdote. En 98, au moment des lois Aubry, j'ai été allé en Allemagne, dans le Baden-Württemberg, avec Gilles de Robien. On rencontre le président du grand syndicat allemand qui s'appelle IG Metall. Et on lui raconte, puisque les socialistes nous disaient... les socialistes à l'époque nous disaient, les 35 heures, l'Allemagne y est passée, etc. Et le patron d'IG Metall nous dit, mais pourquoi, qu'est-ce que vous allez faire précisément? On dit, ben voilà, tout le monde sous la même toise, tout le monde aux 35 heures. Et je vois encore, il était en face de moi, là, comme ça, et le patron d'IG Metall me dit, mais vous êtes fou, comment peut-on mettre sous la même toise la totalité d'une économie avec des problématiques radicalement différentes? Donc vous êtes sur la ligne d'IG Metall. Juste deux mots, parce qu'il nous reste 2 minutes. 3 minutes. Je voudrais revenir avec vous sur un mot, encore sur de la politique, parce que en face de vous, il y a aussi au centre François Bayrou. Et Dominique Paillet a dit qu'il est en train de préparer une alliance avec Nicolas Sarkozy au second tour. Ah bon? Oui. Vous pensez plutôt qu'il va la faire avec la gauche, c'est ça? Écoutez, j'en sais rien. Voilà, moi, ce que je demande, c'est la clarté. Quand on décide d'aller devant les électeurs, on dit à l'avance quel est le système de majorité dans lequel on veut rentrer. Est-ce qu'on veut peser dans une majorité à droite ou est-ce qu'on veut peser dans une majorité à gauche? Je pense que les Français doivent au moins être respectés sur ce sujet. La guerre en Libye, ancien ministre de la Défense, il y a un article dans le Nouvel Observateur qui sort cette semaine et qui explique à quel point les Français ont été dépossédés de cette guerre par l'OTAN et qu'ils ne contrôlent absolument pas ce qui se passe en fait et que maintenant, eh bien, il faut accélérer les choses au plus vite pour éviter les chaleurs torrides d'août et il faut livrer des armes et aider les rebelles au maximum, même si c'est dans le désordre. Il faut en effet aider le mouvement démocratique et faire en sorte que le régime de Kadhafi tombe. Ça, c'est
évident. Elle a échappé à la France, cette guerre, et aux Anglais qui ont lâché, c'est ce que raconte cet article. Ce que nos compatriotes ne savent pas ou ne comprennent pas, c'est que tout en mettant 32 milliards d'euros dans la défense chaque année et être avec les Britanniques les seuls à faire encore un effort en matière de défense, nous ne sommes pas capables seuls de mener une opération de ce genre. C'est fou quand on y pense. Mais on est dans une situation de limite capacitaire ou sur une opération qui est simplement une opération aérienne, sans les Américains, on est incapable de la faire. En clair, nous n'avons pas les avions ravitailleurs qui permettent d'alimenter nos avions de combat. Nous n'avons pas les systèmes d'observation qui permettent de désigner les cibles en nombre suffisant pour mener une opération de ce genre. Et nous aurons, Routel Krief, un sujet qui devrait être un des sujets de la présidentielle, et pour moi qui me tient à cœur compte tenu des responsabilités qui ont été les miennes, c'est celle qui se posera fin 2012 aux Français. Est-ce que la France veut rester une puissance militaire? Si nous décrochons, comme cela pourrait arriver si nous ne remplaçons pas des recettes exceptionnelles par le budget. Non, c'est pas l'augmenter, c'est que nous avons des recettes exceptionnelles aujourd'hui qui disparaissent en 2012. Et donc s'il n'y a pas de crédits budgétaires qui prennent le relais, on va avoir un gap budgétaire qui effondrera le système de défense français. Et moi, je dis que la question de la défense est la même question que la dette, c'est une question d'indépendance et de souveraineté. Il y avait une rançon pour libérer les otages français d'Afghanistan? Je n'en sais rien. Vous étiez ministre de la Défense. Je n'en sais rien. Merci beaucoup. Merci. Merci Hervé Morin d'être venu sur le plateau de BFM TV. Vous avez remarqué, on n'a pas parlé de DSK. Dieu merci. À tout de suite, c'est le journal et notre face-à-face avec deux analystes, Roland Quérol et André Berkoff. À tout de suite.